vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt xérophyte, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, donc c'est Fanny Wa avec vous pour la Sopama, pour notre émission En Semaine et puis la Sopama. Donc aujourd'hui, vendredi 23 juillet, c'est la dernière émission avant les vacances et on reprendra bien après, normalement. Donc aujourd'hui, je suis avec le Koubari étoilé de la Sopama. Donc bonjour Garcés Malsa. Bonjour Faniwa. Dynamique. Bon, je suis toujours là, présent, Oui. quand il le faut. Voilà. Mais de façon dynamique, on va le voir combien tu es dynamique, parce qu'il y a une petite vidéo tout à l'heure où on va voir quand même ce que tu crées, ce que tu produis avec la collaboration avec d'autres personnes. Bon, on garde un peu la surprise. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, on va parler de la monoculture, mais il y a quelque chose qui s'est passé quand même hier, jeudi 22 juillet, c'est le dogme d'Albioma qui a quand même brûlé au port de Fort-de-France. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Parce que c'est un combat de la Sopama. Eh bien, comme je n'ai pas de radio chez moi, quoi, je viens d'apprendre à l'instant que, Ah oui. oui, ce dogme a brûlé, alors qu'on s'était battu, tu te rappelles, Faniwa. Et d'ailleurs, effectivement, je me rappelle comment on s'était enchaîné pour faire en sorte que cette usine n'arrive pas à se faire en Martinique. Et malgré tout, et avec la complicité de beaucoup de gens, y compris des élus, eh bien, on a cru que c'était une très bonne chose de faire en sorte que de plus en plus de déboisement soit fait dans toutes les forêts tropicales, que ces bois arrivent en Martinique et que ce bois soit transformé au fur et à mesure, etc. On est loin, loin, loin de ce qu'on appelle effectivement le développement durable. On est effectivement dans un circuit long, très long, pour brûler de plus en plus d'énergie et créer de plus en plus de dégâts au niveau de la planète. Alors, ce que nous dénoncions aujourd'hui, eh bien, c'est une bonne chose, et je le dis très fièrement, que tout ce que disait la Sopama il y a quelque temps se réalise, et de toutes les façons, on va voir comment ça s'est passé. Par contre, j'ai appris en même temps qu'il y a un brûlé grave. Et c'est vraiment déplorable, c'est vraiment... Nous regrettons effectivement cela, et je souhaite pour ma part un propre établissement à ce brûlé. Et je ne connais pas son nom, je ne connais pas ses origines, mais c'est effectivement, c'est quand même grave que ce mal soit arrivé à cet homme. Voilà ce que nous dit à sa famille. Nous disons effectivement de contribuer à le soigner correctement pour qu'il soit indemne de tout ça. Effectivement, donc la Sopama présente justement ses prompts rétablissements à celui qui a été blessé dans cet incendie au niveau du dogme. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres blessés, mais effectivement, je me rappelle, c'était en 2016, nous avions bloqué le port pour pouvoir justement empêcher à l'usine de se construire. Donc on a été, même Anicia Berton, on a été blessés, des militants ont été blessés, charroyés, c'était vraiment... Pascal Tourbillon est tombé, on a dû l'emmener à l'hôpital, etc. Voilà. Toi-même, tu as été gazé, moi aussi, etc. Tes enfants, bon bref, voilà. Donc, bon, on est toujours là, mais hélas, voilà, bon, que peut-on... Alors, on va continuer, bien sûr. On va regarder la vidéo, une petite vidéo que nous avons fait chez M. Garcés Malsa à Sainte-Anne, et on se retrouvera juste après la vidéo. Alors, Garcés Malsa, Koubari étoilé de la Sopama, nous sommes en plein cœur de ton jardin. Mais tu as dit que ton jardin ne commence pas ici. Non, mon jardin commence pas ici. Mon jardin commence à l'entrée de la maison, là où on voit le drapeau rouge-vert-noir, le drapeau martiniquais. Et puis, il y a une sorte de forêt tout à gauche. Eh bien, c'est une forêt
est planté en arbres fruitiers. Il y a des manguiers, il y a des goyaviers, il y a des bananiers, il y a un peu de tout, de telle sorte effectivement que ces arbres forment entre eux une sorte de synergie pour une qu'à protéger l'autre. Et ça, c'est très Mais tu n'as pas important. que des arbres fruitiers, il y a des arbres qui ne portent pas de fruits. Il y a des arbres qui ne portent pas de fruits aussi. Et à quoi Il y a- servent-ils pour l'être mais humain? pratiquement, il y a des arbres qui portent des fruits, mais qu'on ne consomme pas. Par exemple, il y a un beau, ce qu'on appelle gommier, le gommier magique que j'ai planté. C'est un gommier à 7 troncs, pas à 7 branches, à 7 troncs. C'est-à-dire, tout à fait en bas, il y a 7 troncs. Et puis après, effectivement, on voit les branches. Et puis après, on va rentrer dans la ferme pédagogique. Alors, la ferme pédagogique, c'est une ferme que nous avons réalisée, une amie et moi, au début de la pandémie. On y travaillait déjà un petit peu de permaculture, etc. Et puis là, on a rendu la ferme un petit peu plus attrayante avec plusieurs plantes. Alors, cette ferme pédagogique, on va voir pratiquement tout. Des cultures associées, ce qu'on appelle des cultures associées. Ça nous renvoie à ce qu'on a appelé autrefois le jardin créole ou le jardin africain, parce qu'on va voir que toutes ces plantes eh bien, vivent en synergie entre elles, c'est-à-dire les une malade, eh bien, l'autre là a dit attention, il y a un petit peu d'énergie pour guérir la maladie. C'est ça qu'on appelle la synergie. Parce qu'il faut savoir que les plantes émettent entre elles ce qu'on appelle des rayonnements qui font qu'effectivement, eh bien, de plante en plante, eh bien, il y a une sorte d'entraide qui s'effectue. Si comme on est dans une culture diversifiée, culture associée, ça veut dire qu'une plante malade peut être aidée par une autre qui est bien portante. Une plante qui est fatiguée, eh bien, peut être aidée par une autre plante qui est en forme. Tandis que quand on est en monoculture, on appelle la monoculture de la banane, une fois qu'une des plantes est parasitée, c'est-à-dire l'ensemble effectivement est vite parasité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance. Et là, effectivement, il y a une résistance tout à fait naturelle qui se met en place lorsqu'on est en culture associée, lorsqu'on est en ce qu'on appelle effectivement dans les jardins créoles. Alors, on va trouver un petit peu de tout. On va trouver effectivement des légumes, des plantes légumières. On va manger, par exemple, de l'aubergine, et c'est bien. On va trouver tout ce qui est céleri, tout ce qui est patates douces, tout ce qui est chou, tout ce qui est igname, etc. Mais aussi, on va trouver ici des plantes médicinales. Alors, les plantes médicinales, alors il y a une espèce qui ressemble beaucoup à la plante qui contient la chirokine, l'artémécia. On me dit que ce n'est pas l'artémécia, mais j'insiste pour dire que c'est l'artémécia. Ça ressemble beaucoup. D'ailleurs, j'utilise ça en thé depuis très très longtemps. Ça a un goût amer, ça a un goût amer. Et puis, des fois, j'associe ce thé au thé de Nîmes. Le Nîmes que l'on connaît, le Nîmes qui est une plante qui purifie l'eau, qui est utilisée en agriculture biologique pour tuer tout ce qui est peste, tout ce qui est microbes, tout ce qui est parasite, mais aussi le fruit est très bon. Le noyau est amer, par contre ce qui est au-dessus du noyau, la petite substance, elle est sucrée, aussi bizarre que cela puisse paraître. Alors donc il y a les coraux-sols, il y a tout. Mais tu n'as pas que des plantes, tu n'as pas que des racines. Justement, alors la ferme contient. Tu as des insectes, tu as des oiseaux qu'on entend. Il y a des insectes, il y a des oiseaux. Et tu as des poules. Mais il y a des poules, absolument, c'est pourquoi j'appelle ça la ferme pédagogique. Il y a des poules, il y a des pondeuses. Je ramasse régulièrement, au minimum 10 œufs par jour. Il y a des canards. Il y a des coqs qui chantent, etc. Et puis, comme tu disais, il y a des abeilles qui viennent autour de moi, puisque effectivement, il y a un peu. Alors, il y a des vers. Donc, il y a une sorte de corrélation entre tout ce qui est terre et tout ce qui est, et c'est bien, sur le sol, tout ce qui est dans l'air, puisque effectivement les insectes vont circuler
dans les l'air. pollens. Et puis effectivement, puis il y a ces insectes pollinisateurs, comme par exemple les abeilles, qui vont venir effectivement utiliser tout le sucre qu'il y a dans les fleurs pour pouvoir faire le miel, mais aussi qui vont pouvoir effectivement revenir à la terre pour pouvoir féconder les fleurs. Je pense que c'est très très important. Et c'est pourquoi nous avons inventé un concept qui s'appelle la permapiculture. Permaculture, c'est-à-dire de la permaculture en présence d'apiculture. Permapiculture. Alors c'est un concept que nous sommes en train de mettre en place pour montrer qu'il y a une relation étroite entre l'air, entre le sol qui les abrite, et puis effectivement le soleil, et puis l'eau. Nous, les 4 éléments primordiaux de la création sont là avec nous quand nous sommes en permaculture. Nous sommes à l'aise dans cette ferme pédagogique où nous respirons bien, où nous pouvons rentrer sans masque, absolument protégés, nous le sommes. Mais tu as parlé des 4 éléments et la sopamare. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, la sopamare? Eh bien, la sopamare dit effectivement, terre c'est bois, bois c'est de l'eau c'est la vie. Voilà, effectivement, nous sommes exactement dans la lignée de la sopamare, nous sommes dans la démarche de la sopamare. Terre c'est bois, bois c'est de l'eau c'est la vie. Ok, merci Garcin. Voilà. Fleurs, voilà, l'anime effectivement les feuilles, et puis effectivement le fruit. Alors, je vais manger un petit fruit. Le fruit est sucré. J'enlève la peau. C'est comme une sorte de quenette, le fruit. Mais tu ne manges pas le cœur. Mais le noyau, attention, le noyau est tellement amer, le noyau est amer. Donc la chair est transparente, elle est sucrée, mais si on croque le noyau est amer. C'est exactement, ça a le même goût que le... Ah oui, tu grimaces, oui. Hein. Les feuilles, lorsqu'on mange les feuilles comme ça, ou bien lorsqu'on met les feuilles en tisane, la tisane est amère. Alors on utilise ça en thé, en tisane, contre les microbes, contre toutes sortes de virus, mais on utilise effectivement ça. C'est une plante qui a tendance à purifier l'eau et qui est utilisée pour tuer les parasites. Les parasites en agriculture. Tu manges tout cru. Là-bas. Alors, je laisse en jachère de temps en temps, parti là, et je vais reprendre. Okay. Ça, en jachère, ça veut dire que c'est en repos. Oui, c'est au repos. Voilà. Comme dans tout, on a besoin de repos. Comme le corps humain a besoin de repos, comme la terre. Voilà. Il y a du persil là-bas. Du persil, oui, on voit. Tu as vu? Tu les as... Comment tu fais pour avoir les graines? Est-ce que ce sont des graines anciennes, récentes? Ce sont des gens d'ici qui m'ont donné des gombos, des paysans d'ici, quoi. Okay. Tu dis bien paysan, hein? Voilà. Les gombos rouges qui sont là. Il y a le maïs qui est là. Ah oui. C'est une variété de maïs. Ce maïs, j'avais pris ça au Bénin. Tu t'en souviens? Et tous les jardins avant avaient des maïs. Le groseille, tu le récolteras en fin d'année, c'est ça? Oui, je pense qu'effectivement. Le groseille. Bon, il y a des bananes, il y a... Donc on a entendu sur ce petit reportage des mots qui sont importants dans le jardin, la synergie, diversifier, les maladies, soigner. Et puis on a retrouvé aussi le slogan de la sopamare, terre c'est bois, bois c'est de l'eau c'est la vie. Dis-moi Garcin, alors quelle surface de jardin que tu as et quelle variété de plantes, combien de variétés de plantes que tu as dans ton jardin? Ben c'est énorme pour moi, puisque effectivement,
j'ai commencé ce jardin avec une dame donc, qui n'est plus là, qui vient de temps en temps. De toutes les façons, je suis un passionné. C'est ma nourriture. Le jardin, c'est pour moi un espace de bien-être. Je suis très à l'aise d'ailleurs le matin. Et j'y vais, l'après-midi, j'y vais. Et je crois que c'est très, très important pour moi. Et donc, la surface, disons qu'il doit y avoir peut-être 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés, c'est beaucoup. On a dû voir comment surtout c'est diversifié. Alors, c'est ce qui montre effectivement la conception que j'ai du monde, savoir un monde divers, et avec la synergie entre tous les éléments de cette diversité et aussi cette richesse qui fait le monde. La nature est ainsi bâtie et de la sorte, c'est cette conception que j'ai aussi même du vivant, puisque je le dis, parce que tout vit dans la nature. Et même effectivement, les éléments qu'on croit qui étaient des éléments inertes, ce qu'on appelle les matériaux, eh bien, ces matériaux contiennent de la vie, puisqu'ils sortent de la vie et sont en permanence vivants, puisque ces matériaux se décomposent. Et dans la décomposition de ces matériaux, les plantes vont, avec leurs racines, puiser ces éléments, ce sont des éléments minéraux, et qui vont effectivement alimenter l'ensemble de la plante. Et cette plante va nous donner effectivement soit le fruit que tu manges, soit effectivement la racine que nous allons récolter. On va chaque le manioc, élément, etc. Chaque élément a un cycle de vie propre à soi-même. Absolument. Et ça, c'est très important. Ce que j'appelle effectivement, j'ai inventé un concept dans l'écologie ou la passion du vivant, mon livre, et ce concept s'appelle l'écologitude. L'écologitude, c'est écologitude. Okay. C'est cette vision que j'ai du monde et qui s'appuie sur effectivement le maillage qu'il y a entre les écosystèmes. Je dis que tout est écosystème et les écosystèmes sont liés entre eux. Tout est en interdépendance. Et tout est interdépendance, voilà, c'est très bien. Et un écosystème, c'est un ensemble d'éléments agencés de telle sorte qu'il évolue en harmonie tout en se respectant les uns des autres et qui perpétue en même temps la vie. Et ça, c'est important, c'est ça l'écosystème. Et je vais finir par dire tout simplement, l'écologitude, c'est une vision écosystémique du monde. Écosystémique du monde. Et ça, c'est ce qui veut dire que l'unité fondamentale de la vie, c'est l'écosystème. Voilà ce que nous, écologistes, nous répétons très souvent. Mais je vois que tu as emmené un ouvrage et je vois aussi que tu as aussi des magazines de recherche, les cancers d'origine virale. L'écologie ou la passion du vivant. L'écologie, voilà. C'est ton premier ouvrage ? En 2008. En 2008. Et le premier, c'est la mutation Martinique. Alors, il y a tout dans ça. On va en parler tout à l'heure. On ne va pas parler du livre parce qu'on va discuter, on va échanger, on va voir effectivement comment j'ai pu, en quelques années, ramasser tant de réflexions, tant d'écrits à travers des actions que j'ai menées. Pas seul, bien entendu, avec des écologistes, avec des gens qui m'ont accompagné. Je dis toujours, je remercie tous ces gens-là. Voilà. Alors, donc, là, on a parlé justement de biodiversité, de la vie, du vivant. Mais
lorsque je t'avais demandé, lorsqu'on était au jardin, mais je n'ai pas mis ça sur la vidéo, parce que je voulais le garder pour l'émission, j'ai vu que tu plantais quand même des carottes les unes à côté des autres, du persil les uns à côté des autres. Est-ce que ça ne serait pas des mini monocultures? Non, parce que je t'ai expliqué, effectivement, et tu as dû voir qu'effectivement, il y a des plates-bandes de carottes, et non loin, il y a des plates-bandes de laitue, encore non loin, il y a des plates-bandes de radis, etc., etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour nous faciliter effectivement la récolte aussi, bon, il faut que je rassemble un petit peu les carottes entre elles. Bon, mais ce qui se passe, c'est que entre les plates-bandes de carottes et les plates-bandes de laitue, il n'y a pas une grande distance, il y a un espace où un individu peut passer. Mais ce qui se passe, c'est que il y a entre les plantes, dans la diversification, il y a des énergies qui sont transmises de plante en plante. Il y a effectivement... Les racines se croisent. Entre les racines du space qu'on ne voit pas, entre les feuilles qu'on ne voit pas. Le vent qui passe aussi. C'est ça qui fait toute la richesse. Et lorsque, dans la diversification, dans ce qu'on appelle effectivement le jardin créole, le jardin africain ou le jardin caraïbe, eh bien, les cultures, on dit qu'effectivement, il y a une association de cultures. Tu as vu que dans le jardin-là, il y a à la fois des pois d'Angole, ce sont des légumineuses, il y a effectivement du giromou, il y a effectivement des racines, etc. Il y a tout un mélange de telle sorte qu'effectivement, qu'on n'arrive pas à tout récolter au même moment. On ne va pas récolter les légumineuses, les pois d'Angole au même moment que les giromous, que les carottes, etc., etc. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est ça la vie. C'est ça la vie. De l'autre côté, si tu n'as peut-être pas eu le temps de montrer, j'ai montré, effectivement, il y a le verger. Alors, quand je faisais mon verger, on me disait qu'effectivement, qu'il fallait laisser 7 mètres entre, par exemple, les manguiers. Je disais, mais qui a dit ça? Alors, ce sont les gens qui racontent. Bon, on a appris ça à l'école, à l'école occidentale, on raconte ça. J'ai voulu constituer mon verger à l'image d'une forêt. Quand tu rentres dans une forêt, eh bien, premièrement, tu as plusieurs types de végétaux. Et les végétaux, effectivement, se frottent entre eux. Ils sont là, ils évoluent entre eux. Lorsque un est plus résistant que l'autre, eh bien, il va peut-être mourir. Et celui qui est plus... Si l'un d'entre eux attrape une maladie, eh bien, celui qui peut se défendre, qui a une sorte de résistance immunitaire beaucoup plus forte, peut venir à la rescousse. Et ça, les gens ne comprennent pas que ça se passe ainsi. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, nous vivons, j'ai commencé mon intervention en disant qu'effectivement, pour moi, le jardin, c'était une nourriture. Et quand j'arrive dans mon jardin, eh bien, je sens que mon système immunitaire se sent renforcé. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, il y a toute cette diversité, cet échange entre les plantes, entre elles, les végétaux entre eux, et toi-même. Et les végétaux et moi-même. Et c'est ça, puisque aussi bien moi que ces végétaux, nous émettons de l'énergie, et ça, c'est très important. Nous émettons de l'énergie et effectivement, nous éliminons de la matière aussi, parce que c'est très important. Donc, il y a des échanges qui se font. C'est pourquoi, effectivement, nos parents disaient que, eh bien, il ne faut pas aller n'importe comment dans le jardin, il ne faut pas faire n'importe quoi dans le jardin, etc., etc. Puis, il y a même des poules. Alors, ça nous a permis d'inventer un concept qui s'appelle la permapiculture. La permapiculture. La permapiculture, alors, et je me suis dit un jour, c'est quand même fantastique. Nous disons toujours, nous avons les 4 éléments primordiaux de la nature, à savoir l'eau, à savoir
et L'air, l'air, la terre et le feu. Et le feu. Le feu aussi, effectivement, tout ce qui est énergie, tout le soleil. Je me suis dit, bon, c'est quand même, en tant qu'écologiste, bon, qui parle d'écosystème, qui dit effectivement la vision écosystémique, ça veut dire que tous ces éléments vivent en interdépendance dans la biosphère. Tous ces éléments se marient et échangent entre eux en permanence. Alors, je me suis dit, tiens, à travers la permaculture qu'on est en train de faire et l'apiculture. Apiculture, on rappelle, c'est les abeilles. Effectivement, des abeilles. Eh bien, on pourrait effectivement créer un concept. Et je me suis amusé à faire une contraction entre permaculture et apiculture. Et ça fait permapiculture. Permapiculture, c'est-à-dire, j'ai imaginé l'abeille comme l'insecte pollinisateur, comme un insecte pollinisateur qui va effectivement, qui circule plus dans l'air que sur Terre, mais qui va féconder, qui va polliniser de toutes les façons, mais qui a besoin de ça pour faire son miel, mais pour faire son miel, il a besoin de l'eau aussi. Tu as du miel alors? Si j'ai du miel. Oui. Et non, j'ai commencé, effectivement, ça n'a pas marché. Je vais recommencer très bientôt, le mois prochain, à faire du miel, parce qu'effectivement, je m'y habitue au fur et à mesure. Je ne peux pas tout faire d'un seul coup, effectivement, et ça prend du temps, toute la journée, et le soir, c'est pour pouvoir mettre tout ça en réflexion, et construire tous ces éléments pour produire encore avec tout ce qui est mon esprit, parce que l'arme de tout ça, c'est effectivement l'esprit, absolument. Donc, ça, c'est très important, la permapiculture. Donc, effectivement, on va essayer de développer ça un peu plus. Voilà. Lorsque tu auras du miel, je reviendrai dans le jardin. Absolument. Bienvenue, Fanny, dans le jardin. Et donc, alors, je parlais de mini-monoculture, voilà. Oui. Mais en Martinique, donc on voit un document, les cancers d'origine virale, mais il y a les cancers aussi d'origine de poison chlordécone, mais aussi de tous les pesticides chimiques. Et pourquoi on a besoin d'introduire dans la terre des pesticides chimiques à un moment dans des pratiques agricoles? Alors voilà. Et ce qui se passe quand on regarde bien le fonctionnement d'une forêt. Dans le fonctionnement d'une forêt, premièrement, il y a différents types de végétaux. Il y a ceux qui vont très haut, il y en a qui poussent moyennement, et il y en a qui restent à terre. Ensuite, du point de vue de la taille, du point de vue de la grosseur, il y en a qui ont un tronc plus large que d'autres. Bon. Les feuilles aussi. Et il y a aussi des végétaux, mais il y a des animaux. Il y a des animaux, c'est pareil. Il y a différentes espèces d'animaux. Et il y en a qui sont dans le sol, sous le sol, et il y en a qui vont voler, comme par exemple les insectes, etc. Et nous allons voir que quand la forêt croît, se développe, normalement, la forêt n'a pas besoin d'apport de pesticides ou d'apport, effectivement, d'intrants. De nourriture aussi. La forêt pratique, ils n'ont pas besoin d'engrais. La forêt pratique, effectivement, elle-même sa propre nourriture, ses propres engrais, les feuillages qui vont tomber, la terre qui va se décomposer, qui va s'améliorer avec effectivement l'intervention des vers de terre, l'intervention des animaux qui se trouvent dans le sol, etc. La dégradation des feuilles, ces feuilles sont effectivement de la matière organique. Cette matière organique qui va se décomposer petit à petit en matière minérale. Cette matière minérale qui va être puisée par les racines et pour effectivement faire pousser encore davantage les végétaux. Et ainsi de suite, et ainsi va la vie. Il y a une certaine autosuffisance. Ainsi va la vie. Mais, effectivement, voilà. la plante, dans la forêt, eh bien, il y a une sorte de vie autonome. Toute vie, effectivement,
Et ça, c'est très important. Bon. Mais... Et ce n'est pas fermé. La forêt n'est pas fermée puisque la forêt est complètement ouverte. Tu peux y aller, tu peux rentrer, tu peux sortir. Et donc c'est pas, la forêt ne vit pas en autarcie. Et ça, c'est très important. Tout est en interdépendance, mais effectivement, il n'y a pas d'autarcie. C'est ouvert. Bon. Et j'ai intégré ça dans la mutation Martinique. Et j'avais parlé, quand la mutation Martinique, je parle d'un concept qui s'appelle la métanation, la nation qui est ouverte au monde. Depuis tout ça. Donc, c'est très important. Et donc, mais il y a un la monoculture. Alors, petit à petit, les gens ont compris, pour aller très très vite, l'homme a compris, pour aller vite, pour ne pas imiter la nature, pour ne pas faire comme la nature, il faut faire comme lui, l'homme. Parce que tout simplement, l'homme s'est appuyé sur une conception du monde qui s'appelle la conception cartésienne du monde. C'est pas la colonisation? Descartes, absolument. Descartes, et ça a donné la colonisation. Descartes qui disait effectivement, l'homme ne peut pas faire comme la nature. Et contre nature. Mais bon, on ne va pas faire de la philosophie. Ouais. Je pense, donc je suis. La nature ne pense pas. Donc la nature ne peut pas exister. C'est l'homme seul qui peut exister. Je pense, donc je suis. C'est complètement égoïste, c'est une pensée totalement égoïste, anti-nature, fondamentalement anti-nature. Et c'est à partir de cette conception cartésienne du monde, on a créé, effectivement, on a donné toute une philosophie, et ça a donné le néolibéralisme, le capitalisme, la colonisation, etc. Puisque la colonisation, c'est le fait même que toi, Fanny, tu te sens tellement fort, tu iras effectivement me coloniser pour pouvoir effectivement te sentir beaucoup plus forte, beaucoup plus riche. Et c'est ça, c'est très important. Et ça, donc, il y a un type de fonctionnement et en fait, qui a fait qu'effectivement, petit à petit, l'homme s'est dit, la forêt ne peut pas exister. Une forêt diversifiée, ça... En fait, la colonisation, c'est s'accaparer. Oui, absolument. C'est de la la prédation. Voilà. C'est ce que tu dis, c'est la prédation. Tu vas manger, tu vas te nourrir aux dépens de l'autre. Effectivement, tu es une sorte de parasite, quoi. Exact. Tu es une sorte de parasite. Tu dévores l'autre. Bon, et ça, c'est très important. Donc, tu vas coloniser l'autre. Tu vas coloniser l'autre. La colonisation, c'est un terme qui est utilisé aussi en biologie, c'est utilisé en philosophie, c'est utilisé effectivement en histoire, c'est utilisé en politique. Quand on dit effectivement, la France nous a colonisés, ça veut dire effectivement, la France a vécu aux dépens de nous et continue, qu'a sucé nous, quoi. Et ça, c'est très important. Donc, l'homme, pour pouvoir se développer, se sentir le maître du monde, c'est dit de toutes les façons, on ne peut pas faire comme la nature, premièrement. Et deuxièmement, il faut aller beaucoup plus vite que la nature. On va développer des technologies. En développant ces technologies, pourquoi faire une forêt qui ressemble à une forêt normale, à une forêt naturelle? Non, on va faire des forêts de monoculture. On va utiliser une seule culture. Ça ira beaucoup plus vite, puisque effectivement, c'est la même plante qu'on va planter à répétition. Elle ira beaucoup plus vite. Mais ils n'ont pas vu que lorsqu'il y a un parasite qui va tomber sur cette plante, comme ce sont qui ont le même système génétique, le même bagage génétique, à partir du moment où il y a une plante un végétal qui est attaqué, l'autre qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, effectivement, sera obligatoirement attaqué, ça ira très vite. Mais c'est quand même une question. Effectivement, pour pouvoir résister à tout ça, ils se sont dit, voilà, il faut faire en sorte qu'on arrive à inventer, à créer ce que la nature crée naturellement, à créer effectivement des produits qui vont lutter contre ces éléments ravageurs de la culture. J'ai quand même une question. Ces produits s'appellent effectivement ce qu'ils ont appelé des pesticides. Des pesticides, des insecticides, etc. Ils ont appelé ça insecticides, etc. Mais dis-moi quand même. Des herbicides, etc. pour tuer. Étant donné qu'il y a de plus en plus d'êtres humains sur la Terre, oui, il faut tous les nourrir.
est-ce que la monoculture n'est pas justement bénéfique pour pouvoir nourrir tout le monde? Est-ce Ah que non. c'est plus, Alors, est-ce que c'est pas pendant- mieux la monoculture que ton petit jardin? Pendant longtemps, on a cru qu'effectivement, la monoculture, c'était effectivement ce qu'il fallait faire. Surtout après la Deuxième Guerre mondiale, pas développé, l'homme pour aller très très vite, s'est dit de toutes les façons, les mêmes produits qu'on a utilisés pour tuer les ennemis, mais on peut les utiliser en agriculture. Pourquoi pas? Si on les utilise en agriculture, puisque effectivement, on les a utilisés pour tuer le vivant, les êtres humains, ben, on peut les utiliser pour tuer et ce qu'on va appeler effectivement les insectes ravageurs, tous les animaux dangereux qu'ils estiment dangereux pour la culture, pour la monoculture qu'on a mis en place. Et c'est ainsi qu'on a pu développer, à partir de ces mêmes produits, les mêmes films pharmaceutiques de guerre qui utilisaient les produits, ce sont ces mêmes films qui se sont développés et qui ont produit effectivement ces pesticides. Ce sont les mêmes qui ont produit les éléments pour la guerre. Lors de la guerre européenne, ils ont fait des gaz. Et ça, c'est très important. Et il faut savoir. Donc, d'où la notion, effectivement, de pesticide. Pesticide, c'est pour tuer la peste. Herbicide, c'est pour tuer l'herbe, etc. Insecticide, c'est pour tuer les herbes. Donc, ils ont utilisé ça. Mais, lorsqu'on regardait bien, tous ces herbicides, tous ces pesticides, tous ces ce qu'on appelle des biocides qui tuent la vie, puisqu'ils tuent la vie, eh bien, ont tous la même composition organique. Ce sont des organochlorés. Ce sont tous des organochlorés. C'est-à-dire, ils contiennent du chlore et puis effectivement des molécules des atomes de benzène, tous les pesticides contiennent du chlore. Contiennent des organochlorés. Et ça, c'est très important. Ils se ressemblent. Des organochlorés. Et on va voir les firmes internationales qui les produisent. Ce sont des firmes qui produisent à des chaînes longues, extraordinaires, qui sont produits les mêmes produits, effectivement, qui sont vendus un peu partout. Et ça, c'est très important. Et on n'avait pas compris que ces organochlorés, qui sont des pesticides, qui sont des herbicides, insecticides, allaient aussi, biocides, allaient aussi, non pas seulement tuer ce qu'il y a dans le sol, ce qu'il y a dans la plante, les insectes ravageurs, etc., ce qu'on appelle tout ce qui nomme parasites. Tout ce qui nomme parasites, eh bien, ils n'avaient pas compris que ces organochlorés avaient un temps de vie très très long. Le temps de vie très très long. Ces organochlorés ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils n'avaient pas saisi que ces organochlorés restaient dans le sol, pouvaient être absorbés par les racines, aller dans la plante, dans la sève, jusqu'à une certaine hauteur, peut-être toute la plante, ça dépend de la hauteur de la plante, mais ils n'avaient pas compris aussi que ces organochlorés pouvaient rester dans la plante et aller dans les rivières, rentrer dans les nappes phréatiques. Ils n'avaient pas saisi ça, ils n'avaient pas fait calcul ça, aller jusque dans la mer. Et ces organochlorés, qu'on appelle les pesticides, s'ils sont dangereux pour les insectes, pour tout ce qui est ravageur, pour les plantes alimentaires, sont aussi dangereux pour l'homme, sont dangereux pour tout le monde, etc. Et ça, c'est très important. Et voilà, nous sommes à cette situation aujourd'hui où l'homme, en inventant, en croyant bien faire, en développant des industries à grande échelle de produits pour tuer des herbes, pour tuer des parasites, pour tuer des insectes nuisibles à ce qu'ils appellent aux plantes alimentaires, il n'avait pas compris qu'effectivement, il se tuait lui-même. Et nous sommes à cette situation-là. Mais c'est aussi sur l'élevage intensif. L'exemple
le plus frappant aujourd'hui, c'est celui de ce qu'on appelle effectivement le chlordécone. Le chlordécone, qui est une molécule, on va en parler tout à l'heure. Mais pour bien comprendre l'histoire, pour revenir à notre situation en Martinique, il faut ramener ça à la banane, à la culture de la banane, puisqu'on parle de monoculture. Il y a deux types de monocultures que nous connaissons à notre niveau, en Martinique. La monoculture de la canne, fait à grande échelle, à toute proportion gardée, et la monoculture de la banane. Et ces deux monocultures sont exactement liées au phénomène de la colonisation. Et nous allons voir que c'est l'État français et ceux qui ont bénéficié toujours de ces deux monocultures qui fonctionnent en couple, liés. L'État français et le couple Becquet sont les deux ravageurs du système martiniquais, du pays martinique, le paysage et la biodiversité. Alors, la monoculture de la canne. La monoculture de la canne, je ne vais pas reprendre l'histoire, etc., la monoculture de la canne, qui a produit le sucre effectivement pour alimenter la France, qui a enrichi la France, etc. Je laisse ça aux historiens. Mais ce qui est important, c'est de voir cette monoculture de la canne, elle ne consommait pas autant de pesticides à l'époque. Parce que quand on regarde bien, la canne, c'est une culture qui laisse tomber les feuilles sur le sol, et les feuilles vont se décomposer, vont constituer une sorte de couvert végétal à ras le sol, et ces feuilles ont cette facilité de se décomposer. Et la décomposition de ces feuilles, la matière organique, ça va donner, cette décomposition, ça va donner effectivement des éléments minéraux, ce qui veut dire que la canne, avec ses racines, qui ne sont pas énormes, mais qui sont effectivement bien étalées dans le sol, qui ne sont pas profondes, la canne va constituer, du point de vue écologique, une sorte d'ensemble de plantes à couvert végétal intéressant, mais aussi, ce qu'il faut saisir, c'est que la canne ne pompe pas autant d'eau que la banane, on va voir. Donc la canne va s'autosuffire. Et sous la canne, on peut laisser pousser d'autres plantes. Et on va laisser pousser d'autres. D'ailleurs, les paysans de chez nous faisaient effectivement de la culture de la canne, et sous la canne, plantaient soit du maïs, le long, et aussi des pois d'Angole, des jouaux mous, etc., des patates douces, etc. Et ça, c'était une sorte de monoculture, sans être une monoculture fondamentale. Avec la banane, à partir de 1960-1965, on va rentrer dans une autre forme de monoculture. Et cette monoculture, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle pompe énormément d'eau. La première chose. La banane a besoin, pour pousser, de beaucoup d'eau. Donc c'est une tige. C'est une herbe, non? C'est une tige qui monte. Et plus elle a de l'eau, plus elle se sent fort. La banane consomme, la culture de banane par hectare, 5000 mètres cubes d'eau par an. C'est énorme. 5000 mètres cubes d'eau par an. Ça pompe de l'eau. Et a besoin d'eau. Mais aussi, la banane, comme elle n'est pas comme la canne, comme ses feuilles n'arrivent pas à se décomposer aussi vite, la banane va laisser pousser énormément de champignons très très vite. Et ces champignons vont parasiter la banane.
va développer certainement des formes de parasites. Je ne suis pas là pour citer les noms des parasites, etc. Donc ça va contaminer, ça va tuer la banane. Et les bananiers, comme c'est de la monoculture, vont être très vite contaminés. D'où l'introduction, à partir de 1960, d'un certain nombre de pesticides pour pouvoir résister à l'introduction de ces éléments ravageurs dans la banane. Mais il y a les engrais aussi. Ces champignons. Ils vont mettre des engrais. Mais les engrais, ils ont du nitrate, du potassium, etc. Mais le plus important, c'est effectivement l'introduction des pesticides, de ce qu'on appelle. Alors, ces pesticides sont soit sous forme d'aérosols, soit effectivement, on va les mettre au pied directement. Poudre. Donc, c'est pratique dans de l'eau. Et ces pesticides vont diffuser soit dans l'air, soit effectivement dans l'eau. Et effectivement, que ce soit dans l'air ou dans le sol, ça ira directement dans la mer ou dans les rivières et aussi en passant par nous. Mais ils n'ont pas vu qu'effectivement, ces pesticides, alors qu'ils faisaient du bien à la banane, faisaient du tort aux ouvriers agricoles, les premiers concernés qui utilisaient la banane, l'histoire du chlordécone, etc. Mais le voisinage des bananeraies. À tous ces voisinages. Et en peu de temps, eh bien, on a vu que la culture de la banane est devenue une culture dangereuse pour la Martinique. Plus on va continuer à cultiver la banane, plus effectivement on est en danger pour la vie en Martinique. Mais ce n'est pas nous qui consommons cette banane. Ce n'est pas nous qui consommons cette banane, mais ce sont les ouvriers agricoles qui sont sur les champs de bananes. Ce sont les enfants des ouvriers agricoles qui viennent rencontrer. C'est nous qui consommons l'eau, qui rentre dans les nappes phréatiques, qui est chargée de pesticides dans l'eau. C'est nous qui consommons tout ça. C'est nous qui consommons effectivement les tubercules, de patates douces, etc. C'est nous qui consommons tout ça. Et aujourd'hui, on arrive à la situation où effectivement, la question de la chlordécone ou du chlordécone se trouve posée à grande échelle. On sait que, par exemple, il y a de nombreuses formes de cancer qui existent chez les êtres humains en Martinique, tant chez les femmes que chez les hommes. Eh bien, tout ça, c'est en relation avec tous ces pesticides qui ont été utilisés, notamment dans la monoculture de la banane. Qui c'est qui en a profité? Ce sont les grandes firmes internationales. Qui c'est qui en a profité? Les grandes firmes. Mais qui c'est qui effectivement gère ces firmes internationales qui se trouvent effectivement associées? Ce sont les mêmes planteurs ici, ce sont les béquets. Ce sont les descendants des esclavagistes qui ont toujours profité de tout ça, qui continuent à en profiter et qui sont effectivement de véritables criminels pour le peuple martiniquais. Il faut absolument comprendre tout ça. Et c'est pourquoi lorsque nous intervenons à d'autres niveaux, pas seulement au niveau de la SOPAMA, mais au niveau du mouvement international pour les réparations, nous exigeons qu'il y ait réparation de tout ce qui est causé comme tort au peuple martiniquais, au pays martinique, au paysage martiniquais, à l'eau en Martinique, à la mer en Martinique, au sol martiniquais. Mais il y a la complicité de toutes les institutions de l'État. L'État et les béquets forment un couple, mais à l'intérieur de ce couple, il y a effectivement des éléments qui interviennent. Toutes les institutions, notamment la direction de l'agriculture et de la forêt, l'ONF, puisque c'est eux qui donnent, qui s'organisent pour permettre aux gros planteurs de bananes d'avoir le maximum de terre et effectivement d'aller coloniser les rivières de Martinique. Et ça, c'est très important. Mais voilà, nous avons un nouveau phénomène aussi. En fait, pas un nouveau phénomène, puisque ça dure depuis longue date. C'est-à-dire que les bananes sont exportées pour qu'elles soient consommées en Europe, mais pour que les conteneurs ne reviennent, ils ne reviennent pas vides. Donc ils sont remplis de produits qui sont vendus dans les centres commerciaux. Et qui a les centres commerciaux, c'est toujours ces mêmes-là. Voilà. Tu as bien fait de faire cette relation
entre effectivement, maintenant, la production de bananes et effectivement les centres commerciaux. Les centres commerciaux, leur développement est directement lié à la culture de la banane, à la monoculture de la banane. Et ça, c'est très important. Et on a observé qu'à partir du mono de 1960, 1962, 1961, on a commencé à vendre à grande échelle la banane martiniquaise en Europe. Et c'est à partir de cette même époque, effectivement, qu'on a vu s'étendre les centres commerciaux en Martinique. Donc, les choses sont liées. Quand je parle des centres, ce n'est pas seulement les centres commerciaux, toutes les zones industrielles, les zones dites industrielles qui se montent, etc., etc. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on arrive à la chose suivante, c'est qu'effectivement, ce sont les mêmes qui ont profité des indemnités lors de après 1848. Eh bien, ceux-là, ils ont profité effectivement de la terre martiniquaise, puisqu'ils ont eu le crédit foncier qui les a aidés, et ils ont profité effectivement du travail de Martinique, des Martiniquais, pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir se gonfler, et ils sont allés ailleurs, et ce sont des véritables capitalistes qui se développent ailleurs. Mais il y a grâce aussi... effectivement au travail de nos ancêtres, à notre travail, et c'est nous qui faisons leur force. Et on continue c'est pourquoi je demande aujourd'hui aux Martiniquais de comprendre ce système, pour pouvoir le détruire, afin de construire nous-mêmes notre propre système avec nos propres paradigmes. Et ça, c'est très important. Et il y a aussi le phénomène où la banane, elle ne se suffit pas à elle-même au niveau économique, puisqu'elle n'est rien sans les subventions. Si la banane n'a pas de subvention, la banane meurt en Martinique. Absolument, absolument. Toutes les subventions qui sont données, qui sont données à l'agriculture martiniquaise sont déviées pratiquement à 90% à la banane. Aussi bien les subventions européennes, les subventions françaises et les subventions données effectivement par les institutions martiniquaises. Voilà effectivement ce qu'il faut bien comprendre. Qui c'est qui profite du système? Ce n'est pas le peuple martiniquais, c'est une poignée d'individus qui... Il faut absolument qu'on arrive à détruire ce système. Et il faut détruire ce système en faisant bien la relation entre trois forces symboliques énormes, c'est-à-dire la dimension culturelle. Cette dimension culturelle, elle est coiffée par la dimension identitaire. L'autre dimension, la dimension de nous-mêmes. Comprendre qu'effectivement, nous sommes une force extraordinaire. C'est-à-dire comprendre que notre dignité humaine, elle est tellement puissante qu'il faut absolument qu'elle soit respectée. Et l'autre, c'est ce que nous développons de plus en plus, l'autre dimension, c'est effectivement c'est cette capacité de faire en sorte qu'aujourd'hui, que l'État français arrive à réparer tous les dégâts commis depuis plus de 3 siècles en Martinique. Et l'État français, les criminels sont reconnus. Le couple Béquet. Et si nous arrivons à mettre en relation ces 3 dimensions, nous arrivons effectivement tout droit à avoir cette conviction que j'appelle la souveraineté. La souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté? J'appelle souveraineté cette capacité de maîtriser les interdépendances qui s'offrent à nous aujourd'hui et demain, et ça c'est très important. Donc le conseil, chacun doit faire son jardin? Chacun dans son jardin. Par les temps qui courent, justement, pour combattre le Covid, il y a Covid-19, certainement il y aura Covid-20, Covid-19. De toutes les façons, nous sommes partis dans une spirale infernale. Rien ne pourra arrêter, effectivement, l'explosion virale qui se fait dans le monde, puisque les virus sont là depuis très longtemps, bien avant nous. Les 10 puissance 13 virus qui sont là depuis plus longtemps que nous. Et les virus sont à la base de la vie. Et par conséquent, effectivement, ils vont maintenant faire comprendre à l'être humain qu'il faut respecter la nature
Et c'est pourquoi, effectivement, j'en appelle à toute la conscience martiniquaise, à toute la conscience humaine, pour que nous fassions notre jardin. Nous allions effectivement trouver notre nourriture dans notre jardin. Jardin au sens propre et jardin au sens figuré. Merci. Donc, on a entendu la sonnerie. Voilà. Donc, les 55 minutes sont passées. Et on va finir sur ces mots-là. La vie, c'est nous-mêmes qui allons la produire dans le respect Absolument. du vivant. C'est bien ça? Absolument. OK. L'écologie ou la passion du vivant. OK. Eh bien, on te remercie, Garcin Malsa. Merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. Et on dit à tous les téléspectateurs de Zouk TV et de l'émission En Semaine et puis la Sopama, bonnes vacances. À très bientôt. Merci. Ils avaient déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, ben, les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.